Bonjour, bonjour, vous êtes sur le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on fait l'item 226 sur la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire. Bon courage. Oui, effectivement, bon courage et bonjour à tous, c'est Robin. Bon courage parce que c'est un long, item, mais très, très important. D'ailleurs, je pensais qu'on l'avait déjà fait. Il se trouve que non, donc eh bien, nous allons résoudre ça aujourd'hui. Mais bon, quand on voit la liste de tous les objectifs, de l'item, ça fait peur. Bon, allez, on baisse pas les bras, on s'équipe d'un bon petit thé, enfin moi en l'occurrence c'est une petite infusion, menthe, réglisse pour se donner du courage et c'est parti! Bon, on va commencer par la définition d'une TVP, donc thrombose veineuse profonde, d'une TVP proximale, distale, une embolie pulmonaire, l'EP et une embolie pulmonaire, donc une P à haut risque. On va voir un petit peu tout ça. Donc la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire, TVP et EP, on va les appeler comme ça pour que ça soit plus rapide, sont les 2 entités principales de la maladie veineuse thromboembolique veineuse. Bon, il y a 2 fois veineuse du coup, mais voilà, elle s'appelle la MVTE, maladie veineuse thromboembolique. Alors pour la TVP, il s'agit d'une obstruction veineuse partielle ou totale par un thrombus endoluminal, donc qui se trouve à l'intérieur de la veine, dont la localisation est possible dans tout l'arbre veineux et le plus souvent aux membres inférieurs. Aux membres inférieurs, la TVP est soit proximale, donc soit au niveau poplité, soit suspoplité, donc au-dessus du genou, soit distale, c'est-à-dire sous-poplité, en dessous du genou, qui vont toucher les troncs collecteurs, donc tibial postérieur, tibial antérieur et fibulaire, ou bien également les veines musculaires. Et donc là, ce sera les veines solaires et gastrocnémiennes, donc celles qui vont drainer les muscles des mollets. L'embolie pulmonaire, donc c'est la conséquence d'une migration d'un thrombus veineux au niveau des artères pulmonaires. L'EP grave, c'est une EP qui est associée à une défaillance hémodynamique, donc une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure, ou une chute de la pression artérielle systolique de plus de 40 millimètres de mercure pendant plus de 15 minutes. Donc si par exemple on a un patient qui de base il a une pression artérielle sanguine, enfin systolique pardon, à je sais pas, 150 millimètres de mercure et qui passe à 110, donc il respecte pas le critère, de la PAS inférieure à 90, mais comme il y a une chute de plus de 40 millimètres de mercure, ça compte aussi comme, une défaillance hémodynamique. Voilà, donc c'est cette défaillance hémodynamique-là, en l'absence d'une autre cause telle qu'un sepsis, une arythmie ou une hypovolémie. Voilà. Alors maintenant, on va voir un petit peu les situations qui favorisent la maladie thromboembolique veineuse. Donc il y a des facteurs de risque qui sont dits transitoires. Il y a des transitoires majeurs et des facteurs de risque transitoires mineurs. Donc, pour les facteurs de risque transitoires majeurs, ça va être une chirurgie avec une anesthésie générale de plus de 30 minutes qui a eu lieu dans les 3 derniers mois. Donc là, les principales situations cliniques qui correspondent, ça va être notamment les chirurgies orthopédiques, fracture de hanche, prothèse totale de hanche, prothèse totale de genou. Ça va être aussi la neurochirurgie, la chirurgie carcinologique, donc pour traiter les cancers, etc. Ensuite, les facteurs de risque transitoires majeurs, ça va être aussi la traumatologie, notamment les fractures avec une immobilisation prolongée par un plâtre, notamment au niveau des membres inférieurs. Ça, c'est ce qui survient aussi dans les 3 derniers mois. L'immobilisation médicale de plus de 3 jours est aussi un facteur de risque transitoire majeur. Donc là, ça va être un AVC, une insuffisance cardiaque aiguë, un sepsis, une décompensation respiratoire aiguë. Voilà, tous les patients qui vont être alités, en fait, plus de 3 jours. Et enfin, il y a les facteurs de risque gynécologiques ou obstétriques, notamment les contraceptions œstroprogestatives, la grossesse, le postpartum et le traitement hormonal substitutif de la ménopause. Ça, c'est un facteur de risque transitoire majeur, donc c'est quand même assez important. Et après, il y a des facteurs de risque transitoires mineurs, donc là, ça va être, le traumatisme d'un membre inférieur non plâtré avec une mobilité réduite, donc voilà,
une petite attelle, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un peu de traumato, mais plus légère. Et les voyages, prolongés, notamment l'avion avec les vols de plus de 6 heures. Ça, c'est un facteur de risque transitoire mineur. Voilà pour les transitoires. Après, il y a des facteurs de risque persistants. Donc là, ça va être, les cancers, tout simplement, qui vont être, heu, qui vont être thrombogènes. Donc ça, c'est les cancers actifs ou traités, les syndromes aussi myéloprolifératifs. Voilà. Après, il y a les facteurs de risque, de maladies veineuses thromboemboliques, donc avec tous les antécédents, qu'ils soient personnels ou chez les apparentés du premier degré. Il y a les thrombophilies sévères, notamment le SAPL, donc syndrome des phospholipides, le déficit en antithrombine, ça c'est les deux thrombophilies sévères et les autres thrombophilies constituent un facteur de risque mineur. Voilà, notamment les mutations des facteurs de la coagulation et cetera. Ça, c'est facteur de risque mineur et non pas, appelé persistant. Après, les maladies inflammatoires chroniques, c'est aussi des facteurs de risque persistants, notamment, les atteintes, digestives ou articulaires, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, la maladie de B7, le syndrome néphrotique également. Voilà, donc toutes les maladies inflammatoires chroniques. Et après, il y a des caractéristiques générales qui vont être des facteurs de risque, notamment l'âge. Donc là, le risque est croissant plus l'âge évolue. Il y a aussi l'obésité avec, un IMC supérieur ou égal à 30 kilos par mètre carré. Voilà pour les facteurs de risque. Donc on va voir un petit peu maintenant la physiopathologie, voilà quelques petits mots sur ça. Donc la survenue d'une TVP, qui est compliquée ou non d'une P, repose sur la triade de Virchow. La triade de Virchow, c'est la stase veineuse, les lésions de la paroi veineuse et l'hypercoagulabilité. Cette triade repose essentiellement sur l'âge avancé du patient et également l'alitement. Voilà. L'hypercoagulabilité est également favorisée par les thrombophilies acquises ou les thrombophilies héréditaires constitutionnelles. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a vu, c'est les facteurs de risque, internes du coup, hein, avec les thrombophilies. Et après, les situations de thrombogènes comme le cancer, les maladies inflammatoires, et cetera, favorisent également l'hypercoagulabilité. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va voir les modalités du diagnostic d'une maladie thromboembolique veineuse. Donc cette MVTE constitue une urgence diagnostique et thérapeutique, car elle peut mettre en jeu le pronostic vital du patient en cas de P. Les complications tardives, elles comportent les récidives de TVP ou de P, le syndrome post-thrombotique et le cœur pulmonaire chronique post-embolique. Voilà, donc les complications tardives, c'est les récidives, le syndrome post-thrombotique et le cœur pulmonaire chronique post-embolique. La présentation clinique de la MVTE, donc maladie veineuse thromboembolique, je le rappelle, une dernière fois, on va dire. Donc cette présentation clinique est polymorphe. La démarche diagnostique de TVP et de P est standardisée grâce à des algorithmes dédiés et validés qui sont basés sur l'estimation initiale de la probabilité clinique. Donc là, il y a plusieurs scores de probabilité clinique, on va les voir un peu après, j'imagine. On peut aussi doser les dédimères et également l'imagerie, voilà, qui permet de faire le diagnostic. La probabilité clinique, elle permet, donc par les scores on a vu, elle permet de poser l'indication de dosage des dédimères ou d'une imagerie d'emblée et d'instituer en urgence un traitement anticoagulant en cas de probabilité forte. Au niveau des signes cliniques, donc en cas de suspicion de TVP, il y a voilà, quelques principaux signes cliniques à rechercher. Ça va être la douleur spontanée du membre inférieur, un œdème unilatéral, une dilatation veineuse superficielle en l'absence de varices. Ces signes ont d'autant plus de valeur qu'ils sont de survenue brutale et qu'ils sont unilatéraux. La TVP, elle peut aussi être asymptomatique et être découverte devant un tableau de P ou lors d'un dépistage systématique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut les rechercher spécifiquement. Les principales présentations ou tableaux cliniques de l'EP peuvent associer des douleurs, basithoraciques ou latérothoraciques, une dyspnée, des expectorations hémoptoïques,
Voilà, donc souvent c'est avec des sortes c'est mousseux, un peu saumoné, voilà, un petit peu rosé, donc il y a un peu de sang, des expectorations hémoptoïques, de la tachycardie, une lipothymie, donc voilà, la sensation de faire un malaise, une syncope ou une défaillance hémodynamique avec des signes de choc et de cœur droit. Comme pour la TVP, ces signes ne sont pas pathognomoniques et se rencontrent dans d'autres situations cliniques. La dyspnée, quant à elle, elle est d'autant plus évocatrice qu'il n'existe pas une autre cause évidente, notamment une cause de pneumopathie, par exemple, un OAP, etc. Et enfin, l'EP peut être asymptomatique même, de découverte fortuite sur un scanner thoracique, prescrit par exemple pour une autre indication. Voilà. Donc, au niveau des scores de probabilité clinique, donc il en existe plusieurs. Et à titre indicatif, on a des tableaux juste en dessous là qui rapportent les scores de probabilité clinique de Wells, pour la TVP et Wells pour l'EP. Donc là, je vais pas tous vous les lire, vous à la limite, je les mettrai sur la publi Insta. Donc voilà, c'est, plusieurs critères et pour chaque critère, on gagne un point au niveau du score et après si on a un score inférieur à 2, on a un score faible, donc une TVP peu probable. Et si on a un score supérieur ou égal à 2, on a la TVP qui est probable. Et donc là, on a un score fort. Ça, c'est pour le score de Wells pour la TVP. Et pour le P, ben, c'est pareil. On a un peu moins de critères qui rapportent chacun un point. Si on a un score inférieur à 2, on a le P qui est peu probable. Et si on a un score supérieur ou égal à 2, le P qui est probable. Voilà, donc là, je vais pas dire tous les critères, je les mettrai sur la publi Insta, sinon on va finir, à 3 heures du mat. Alors, les dédimères, donc ça peut faire partie, des critères, diagnostiques. Donc les dédimères, c'est quoi? C'est des produits de dégradation de la fibrine. Leur dosage est fait par différentes méthodes dont la sensibilité varie. Il y a des techniques dites quantitatives, qui sont dérivées de la technique ELISA ou latex turbidimétrique qui sont les plus validés. Bon, ça, on s'en fout un peu, mais voilà, technique quantitative. Leur taux est élevé dans d'autres situations que la MVTE, donc notamment chez les sujets âgés, lors d'une grossesse, lors d'une infection, toutes les situations un peu inflammatoires, les cancers, également la BPCO. Donc voilà, plein de situations où on peut avoir des dimères élevés. Et ils ne sont donc pas spécifiques. Mais par contre, ils ont une forte valeur prédictive négative. C'est-à-dire que leur intérêt vaut pour des valeurs inférieures au seuil, qui permettent de réfuter complètement un processus thrombotique en cours si la probabilité clinique n'est pas forte. Lorsque la probabilité clinique est forte, la valeur d'exclusion des dédimères est insuffisante. Donc voilà, si on a une forte valeur prédictive, une forte probabilité clinique, et bien même si on n'a pas de dédimère, et bien ça ne suffit pas pour l'écarter complètement. C'est seulement si la probabilité clinique est faible. Dans les autres cas, un taux inférieur au seuil diagnostique de 500 microgrammes par litre permet d'éliminer le diagnostic de MVTE. Le seuil diagnostique est ajusté à l'âge pour le diagnostic d'EP non grave. Donc voilà, c'est inférieur à 500 si le patient est âgé d'au moins de 50 ans. Et sinon, au-delà de 50 ans, on va multiplier l'âge par 10 et ça donnera la valeur seuil. Donc voilà, 600 pour le patient de 60 ans, 700 pour le 70 ans, etc. Voilà pour les dédimères. Donc l'imagerie maintenant. Je bois une petite gorgée. Alors l'imagerie pour la TVP, eh bien, c'est l'imagerie de base, ça va être l'échodoppler veineux réalisé en décubitus. Donc là, on peut facilement voir le thrombus et donc, faire le diagnostic de TVP. Pour l'EP, là, l'identification d'une EP va reposer en priorité sur l'angioscanner thoracique. Certaines, situations peuvent faire appel à la réalisation d'une scintigraphie de ventilation ou de perfusion. En cas de contre-indication à l'un ou l'autre de ces examens, le diagnostic est retenu en cas de probabilité clinique d'EP et de mise en évidence d'une TVP proximale, donc au-dessus du genou, à l'échodoppler veineux. Voilà, il y a un algorithme diagnostique pour ça. Pareil, je le mettrai dans la publi. Ça c'est intéressant à avoir d'un coup d'œil.
Donc voilà, ça fait un arbre décisionnel au final. Donc on va prendre le cas de en fait, ils font pour la TVP et pour l'EP. Donc on va donner l'exemple de la TVP. Donc on évalue la probabilité, soit elle est faible, soit elle est forte. Si la probabilité est faible, on fait les dédimères. Si c'est inférieur au seuil, on peut exclure la TVP. Si par contre les dédimères sont supérieurs au seuil, donc ajustés par rapport à l'âge et cetera, on va faire l'imagerie. Donc pour la TVP, l'échodoppler veineux des membres inférieurs. Si l'échodoppler revient négatif, ben la TVP est exclue, pareil, on va rechercher un diagnostic différentiel. Si l'échodoppler veineux, des membres inférieurs est positif, eh bien la TVP est confirmée. Voilà, et si on a une probabilité forte d'entrée, on va, ce qu'on va zapper les dédimères, on va directement faire un traitement anticoagulant en attendant l'échodoppler et après l'échodoppler nous dira si oui ou non il y a une TVP. Mais en tout cas, si on a une probabilité forte de TVP, on va commencer directement le traitement anticoagulant. Voilà, et au final, bah, c'est un peu le même principe pour le P. On fait d'abord la probabilité, si elle est faible, dédimère, si elle est forte, directement le traitement anticoagulant. Ah et après, beh, l'imagerie, va nous dire si oui ou non on a une P. Donc là, en l'occurrence, ce sera l'angioscan ou la scintille pulmonaire. Voilà, donc là, ben, j'ai dit tout ça. Je lis juste la partie qui décrivait le tableau, voir si j'oubliais des choses. Donc tac, 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 donc voilà, si le score de probabilité clinique est faible, on fait le délimère, dont la négativité permet d'exclure le diagnostic, soit de la TVP, soit de l'EP. Si le score de probabilité clinique est fort, on fait d'emblée l'imagerie, voilà, et on n'attend pas le résultat des examens, on débute directement le traitement anticoagulant. Et voilà, et par contre, ouais, il y a un cas dont on n'a pas parlé, c'est si le score de probabilité clinique d'EP est fort et que l'imagerie initiale elle est négative par contre, eh bien, on va d'abord poursuivre les investigations avant d'exclure complètement le diagnostic d'EP. Et donc là, on va faire un échodoppler veineux ou une scintille pulmonaire de ventilation-perfusion ou également un angioscanner thoracique qui n'aurait pas été réalisé. Par exemple, voilà, donc on fait les imageries complémentaires avant d'envisager l'arrêt du traitement anticoagulant. Voilà, si on a une, probabilité clinique de P qui est forte. Voilà. Alors, pour les diagnostics différentiels maintenant. Donc l'échodoppler veineux effectué de manière bilatérale, comparatif et exhaustif permet d'identifier des diagnostics différentiels tels que la rupture d'un kyste poplité, un hématome intramusculaire, une déchirure musculaire, etc. Et l'angioscan thoracique, lui, permet de diagnostiquer des pathologies thoraciques qui peuvent mimer une EP, notamment la pneumopathie, le cancer bronchopulmonaire, etc., etc. Alors, je regarde à combien de temps on en est. 18 minutes. Bon, ça va. J'ai un peu de temps avant de relancer l'enregistrement. Bon, donc, on va voir maintenant comment on identifie une P à haut risque et quelle démarche diagnostique on va faire. Un peu pour identifier l'urgence du coup. Donc, une EP à haut risque de mortalité, donc EP grave, est une EP associée à une défaillance hémodynamique, donc ça on l'a vu, avec une baisse de la pression artérielle systolique de plus de 40 mm de mercure pendant plus de 15 minutes, ou une PAS qui est inférieure à 90 mm de mercure voilà, d'emblée, en l'absence d'une autre cause comme le sepsis, l'arythmie ou l'hypovolémie. C'est une urgence vitale absolue compte tenu d'un risque de mortalité supérieur à 30. Donc en cas d'EP grave, eh bien, une personne sur 3, il y a plus d'une personne sur 3 qui va décéder. La stratégie de prise en charge est présentée dans l'algorithme ci-dessous. Donc d'un point de vue diagnostique, l'examen de référence reste l'angioscan thoracique lorsqu'il est réalisable sans délai. Et en cas d'impossibilité, le diagnostic va reposer sur l'échographie cardiaque transthoracique, donc le TT, au lit du patient. Donc ça, c'est pour le point de vue diagnostique. Et d'un point de vue thérapeutique, le traitement va associer une fibrinolyse, en l'absence de contre-indication absolue, et également une anticoagulation par HNF, donc héparine non fractionnée, jusqu'à la stabilisation du malade qui est hospitalisé initialement en réanimation. Voilà, donc là,
petit arbre diagnostic. Je le mettrai aussi dans la publi. On suspecte une EP grave. Donc est-ce que le transport est possible sans délai au scanner? Oui, si oui, eh bien on fait directement l'angioscan thoracique, qui va faire soit le diagnostic positif, soit le diagnostic différentiel. Si, le transport n'est pas possible, rapidement au scan, eh bien on fait une ETT au lit du patient. Donc là, on voit s'il y a une dysfonction du ventricule droit, une HTAP, un thrombus, un diagnostic différentiel, et cetera. Bon, avec ces imageries-là, on confirme, le P. Donc si c'est bien confirmé, on fait la thrombolyse et après on hospitalise en soins intensifs, réanimation. Voilà, voilà. Alors, les dédimères, donc ça, on l'a dit, ils se répètent. Bon, mais tout simplement, voilà, on nous parle des indications du dosage des dédimères, mais ça, on l'a vu juste avant. C'est un copier-coller. Donc on va s'épargner ceci. Tac, tac, tac. Donc la place et les limites de l'échodoppler veineux dans la TVP et le P. L'échodoppler veineux, c'est l'examen de première intention pour confirmer un diagnostic de TVP. Le diagnostic, il est posé en cas d'impossibilité de comprimer la veine avec la sonde avec l'échographe. Il n'y a aucune contre-indication à sa réalisation. Donc là, voilà, il faut le faire dans tous les cas. L'échodoppler veineux permet de retenir un diagnostic d'EP devant une TVP proximale, donc poplitée ou suspoplitée, et une suspicion clinique d'EP. En cas de suspicion d'EP chez une femme enceinte ou un sujet qui présente une insuffisance rénale sévère, l'échodoppler veineux est réalisé en première intention. Voilà, on ne va pas s'acharner à faire direct l'angioscan thoracique ou la scintille. Les limites de l'échodoppler veineux vont être liées aux difficultés d'accès au réseau veineux, comme par exemple les patients obèses, des interpositions digestives, un fixateur externe, un plâtre, une plaie, une douleur, etc. Voilà, tout ce qui pourrait être lié au traumatisme. OK, donc maintenant, on va voir la place et les limites des examens d'imagerie dans l'EP. Donc l'angioscan ou l'angiotomodensitométrie thoracique, angio-TDM, voilà, ça c'est pour faire le malin. Ben ça, c'est l'examen de référence pour diagnostiquer une EP. Il permet de retenir ou d'exclure le diagnostic d'EP et de poser les principaux diagnostics différentiels ou des diagnostics associés. Ces contre-indications à l'angioscan vont être l'allergie aux produits de contraste et aussi l'insuffisance rénale sévère. L'interprétation peut être limitée, en particulier en distalité, si la qualité de l'examen est suboptimale, donc pas de bonne qualité. Voilà pour l'angioscan. Pour la scintigraphie de ventilation-perfusion, donc là, ça constitue, à défaut d'angioscanner thoracique, un examen diagnostique d'EP. Cette scintigraphie est moins irradiante que l'angioscanner. Les principales limites, ça va être la fréquence des examens non conclusifs, notamment en cas de pathologie respiratoire sous-jacente, et sa disponibilité qui est moindre, notamment la nuit dans l'hôpital. L'indication, chez la femme enceinte, notamment en raison d'une moindre irradiation des seins, reste discutée. Voilà, donc là, pour l'instant, on ne sait pas trop, on n'a pas tranché. L'interprétation de la scintigraphie s'effectue en comparant les clichés de perfusion avec les clichés de ventilation et en recherchant les zones de discordance entre les deux. Donc c'est ce qu'on appelle le mismatch. Le diagnostic d'EP est évoqué en cas de segment pulmonaire présentant une ventilation normale et une perfusion défectueuse. Donc c'est bien ventilé, mais mal perfusé. Et donc on peut retenir le diagnostic d'EP de cette façon-là. Voilà, voilà. Donc, le résultat pour cette scintigraphie est exprimé en 3 classes de probabilité, soit une probabilité élevée, soit un examen non diagnostique, soit une scintigraphie normale. Seule la probabilité scintigraphique élevée permet de conclure au diagnostic d'EP et la scintigraphie normale, quant à elle, permet d'éliminer le diagnostic. Voilà, et sinon, si c'est classé en examen non diagnostique, eh ben, on ne peut pas trancher. Voilà, voilà, pour la scintigraphie de ventilation-perfusion. Et enfin, l'échographie cardiaque transthoracique, donc l'ETT, elle constitue un examen diagnostique en cas de suspicion d'EP grave, donc soit avec un choc, soit une hypotension.
et lorsque l'état du malade ne lui permet pas d'être transporté au scanner. Dans ce cas, des signes indirects d'EP, notamment une surcharge ventriculaire droite, donc voilà, dilatation du ventricule droit, HTAP, etc., peuvent suffire à poser le diagnostic et administrer rapidement le traitement fibrinolytique. Par ailleurs, cette ETT, elle permet de qualifier l'hypertension pulmonaire, de quantifier pardon, l'hypertension pulmonaire et d'éliminer les principaux diagnostics différentiels, notamment le choc cardiogénique d'une autre origine, une dissection aortique, etc. Une échographie cardiaque normale ne permet pas néanmoins à elle seule d'éliminer un diagnostic de P. Voilà, donc on peut confirmer le P, mais on ne peut pas l'éliminer juste avec le TT. Alors, on va voir maintenant un petit peu les signes de gravité d'une P. Et les signes de gravité d'une P, attends, je me suis perdu sur la page là. Voilà, et savoir reconnaître les patients qui peuvent être pris en charge en ambulatoire, voilà, en cas d'embolie pulmonaire. Donc le P grave, ça on l'a déjà dit, mais je vais le rappeler. Bon, mais c'est la définition. C'est une P qui est associée à une défaillance hémodynamique qui est définie par une pression artérielle systolique inférieure à 90 millimètres de mercure ou une chute de la pression artérielle systolique de plus de 40 millimètres de mercure, bravo, pendant plus de 15 minutes, en l'absence d'une autre cause telle un sepsis, une arythmie ou une hypovolémie. C'est une urgence vitale, pourquoi? Parce qu'il y a un risque de mortalité supérieur à 30%. Voilà pour le P grave. Et le P non grave, donc on va voir un petit peu. En règle générale, la prise en charge de l'EP se fait en milieu hospitalier. Une prise en charge ambulatoire peut être proposée en cas d'EP à faible risque de mortalité. Donc là, c'est le score SPSI qui est égal à 0 avec une absence de retentissement cardiaque. Voilà. Et les patients qui ont une EP de gravité intermédiaire haute doivent être initialement surveillés de façon rapprochée, idéalement en unité de soins intensifs. Voilà, voilà. Alors, les principes de traitement d'une TVP et d'une P non grave à la phase initiale. Donc, en cas de probabilité clinique élevée, que ce soit pour la TVP ou le P, avec le score de Wells, du coup, qui sera supérieur ou égal à 2. Le traitement anticoagulant est débuté avant la confirmation diagnostique par l'imagerie. Une fois le diagnostic de MVTE posé, donc après avoir fait l'imagerie, il convient d'en évaluer la gravité, de décider du lieu de prise en charge initial, donc est-ce que c'est un ambulatoire, un hospice, voire un secteur de réanimation, et après avoir évalué la gravité, on va débuter ou continuer le traitement anticoagulant s'il avait déjà été mis en place, et les mesures complémentaires éventuelles à associer. Alors, dans le cas de l'EP, Heu, donc si c'est une EP non grave, on va, évaluer la sévérité pour déterminer le lieu de prise en charge initiale et le choix du traitement anticoagulant. Donc là, la gravité, elle s'évalue par le calcul du score du Pulmonary Embolism Severity Index, donc le PESI, ou sa version simplifiée, le SPESI. Donc S pour simplifier et PESI, pour, Pulmonary Embolism Severity Index. Donc ça, c'est la gravité. Donc ça estime en fait la mortalité à 1 mois et l'évaluation du retentissement cardiaque en imagerie. Donc un score de SPSI qui est égal à 0 et qui est associé à l'absence de retentissement cardiaque en imagerie définit une EP à faible risque de mortalité. Au contraire, si on a un score de SPSI qui est supérieur ou égal à 1 ou un retentissement cardiaque en imagerie, eh bien ça va définir une EP qui est à risque intermédiaire de mortalité. Voilà, donc là, il y a le petit score SPSI, avec un petit tableau que j'essaierai de mettre sur la publi. Ça, c'est intéressant aussi de l'avoir. Donc voilà, il y a plusieurs critères qui rapportent un point chacun. Si le score est égal à 0, il y a un risque faible de mortalité, à 1 mois, du coup, comme on l'a vu. Et si le score est supérieur ou égal à 1, il y a un risque intermédiaire de mortalité. Donc ça va conditionner un petit peu le traitement. Pour les EP à risque intermédiaire de mortalité, donc score SPSI supérieur ou égal à 1, il faut aussi évaluer le retentissement cardiaque d'un point de vue biologique. C'est-à-dire que sur la prise de sang, on va doser la troponine.
En cas de retentissement biologique, donc si on a les tropos élevés, le P est considéré comme de gravité intermédiaire haute. Voilà, ça rajoute un peu de gravité euh, à l'EP de risque intermédiaire de mortalité. Voilà, donc ça c'était pour le P. Maintenant pour la TVP. Donc, sauf cas particulier, les patients avec TVP sont traités en ambulatoire. En revanche, l'hospitalisation va pouvoir être recommandée chez les patients insuffisants rénaux sévères, donc il y a une clairance de la créate inférieure à 30 ml par minute, ceux qui présentent une pathologie à risque hémorragique, en cas de contexte psychosocial et d'environnement géographique ou médical qui ne permettent pas une prise en charge optimale à domicile, les patients qui ont un cas de TVP proximal avec un syndrome obstructif sévère ou de localisation iliocave, donc voilà, dans les veines iliaques ou la veine cave. En cas de phlegmatia cerulea, donc ça c'est quoi? C'est une TVP ischémique. On a les 2 versants, donc à la fois le blocage, veineux par le thrombus et également, artériel, donc ça va faire une ischémie. Ça s'appelle le phlegmatia cerulea. En cas de TVP survenant malgré un traitement anticoagulant bien conduit, en cas de TVP associé à une embolie pulmonaire qui n'est pas à faible risque. Voilà, donc là, ça va être fait en hospice si jamais il y a ces critères-là. Dans tous les cas, un alitement n'est pas indiqué. Voilà. Bien sûr, comme c'est un facteur de risque, on ne va pas en plus le rajouter. Donc, pour le traitement anticoagulant, ça va constituer la base du traitement de la MVTE. Voilà, les anticoagulants à dose thérapeutique ou curative, c'est le même terme, sinon ça va être préventif. Donc leurs modalités d'utilisation sont abordées dans la fiche LISA héparine et anticoagulants oraux. Voilà, ça on le verra peut-être, plus tard j'imagine. Là, on va aborder ici que le choix de la molécule en fonction de la situation clinique et la durée du traitement anticoagulant. Donc là, on va quand même avoir la base pour, savoir comment on traite, la TVP et l'EP. Donc, alors, premièrement, on va voir les AOD, les anticoagulants oraux directs. Ces molécules, qui sont disponibles par voie orale, ne nécessitent pas de surveillance de l'hémostase, notamment avec le dosage de l'INR, et sont prescrites d'emblée. Donc là, ça va être notamment le rivaroxaban et l'apixaban. Les principales contre-indications spécifiques à leur utilisation, ça va être l'insuffisance rénale sévère, donc une clairance de créate inférieure à 30 millilitres par minute. La grossesse, ça va contre-indiquer aussi les AOD et également l'allaitement. L'édoxaban et le dabigatran ont une AMM européenne pour le traitement de la MVTE, mais ne sont pas disponibles en France dans cette indication. Voilà. Donc, on oublie un peu en fait. Ça va être surtout le rivaroxaban et l'apixaban. Ensuite, les HBPM, donc héparine de bas poids moléculaire, et le fondaparinux et l'AVK. Donc ça, c'est des traitements, qui vont pouvoir être disponibles. Donc le traitement par AVK est débuté dès le premier jour de traitement et le traitement parentéral, donc par la bouche en fait, tout simplement. Non, parentéral, c'est l'inverse, c'est justement par les veines. Donc ça, c'est les HBPM et le fondaparinux. Ça va être prescrit à dose curative pendant au moins 5 jours et ça va être interrompu après l'obtention de 2 INR supérieurs à 2 à au moins 24 heures d'intervalle. Donc voilà, on le prescrit au moins 5 jours pour HBPM et fondaparinux et on va l'interrompre, une fois que l'INR est supérieur à 2 sur 2 dosages à au moins 24 heures d'intervalle. La chaîne F, donc héparine non fractionnée, ça va être réservé aux EP graves et au traitement de la MVTE chez les patients insuffisants rénaux, donc très sévères avec une clairance inférieure à 15 millilitres par minute. Donc après un bolus initial de 5000 UI d'HNF, la posologie initiale d'HNF est de 500 UI par kilo par jour, avec des contrôles quotidiens de l'activité anti-10A et à chaque changement de dose. En raison du risque de thrombopénie induite par l'héparine, le taux de plaquettes doit être contrôlé 2 fois par semaine pendant les 3 premières semaines de traitement.
Donc voilà, les 3 premières semaines, on fait 2 dosages par semaine pour contrôler le taux de plaquettes et le relais par les AVK doit être réalisé selon les mêmes modalités que pour tout relais AVK. Voilà. Donc ça, c'est pour les HNF et après on peut avoir les HBPM sans le relais AVK et donc là, ce schéma va être proposé aux patients qui ont un cancer, aux patients qui ont un risque hémorragique élevé et aussi aux femmes enceintes. Donc là, seules les héparines, en pratique les HBPM, peuvent être utilisées tout au long de la grossesse. Donc voilà, heu, on ne peut pas mettre d'AVK, on ne peut pas mettre d'AOD, on ne peut pas mettre de Fondaparinux. Et une MVTE qui survient au cours d'une grossesse requiert une durée minimale de traitement anticoagulant de 3 mois, qui inclut obligatoirement les 6 premières semaines de postpartum, où c'est une période à haut risque thrombotique. En cas d'allaitement, il est possible d'utiliser une HBPM ou également la warfarine. Les AOD sont contre-indiqués et le fondaparinux n'est pas recommandé. Voilà, voilà pour les traitements. Alors maintenant, on va voir un petit peu les indications et les contre-indications de la compression élastique. Donc, en cas de TVP des membres inférieurs, le port d'une compression élastique de classe 3 est indiqué. Donc, c'est supérieur à la classe 2 qu'on connaît généralement. Voilà, les bas de contention de classe 2. Là, ça suffit pas, il faut de la classe 3. Il permet, donc le port de cette compression élastique à la phase aiguë de diminuer l'œdème et la douleur. Et en dehors de la phase aiguë, la compression, notamment avec les chaussettes, permettrait de réduire le syndrome post-thrombotique et ça va être indiqué pendant au minimum 6 mois. La compression élastique ne doit pas être utilisée par contre si l'index de pression systolique à la cheville est inférieur à 0,60. C'est-à-dire qu'on a une artériopathie des membres inférieurs. Et donc voilà, si on a un IPS à la cheville inférieur à 60, on ne peut pas utiliser cette compression élastique, sinon ben, ça va faire une ischémie. Voilà. Alors maintenant, on va voir un petit peu les contraceptions qui sont contre-indiquées en cas de maladie thromboembolique veineuse. Donc, en cas d'antécédent de MVTE, toute forme de contraception qui contienne les œstrogènes va être contre-indiquée en raison d'un risque accru de récidive et notamment après l'arrêt du traitement anticoagulant. Donc, la contraception orale par pilule ostroprogestative, la plus connue, va être contre-indiquée. Il y a un autre moyen de contraception qui doit être proposé. Donc, ça peut être une pilule microprogestative, donc avec juste de la progestérone, ou un stérilet. Voilà. Alors là, on va voir un petit peu les situations qui nécessitent une prévention de la MTEV. Là, l'évaluation du risque thromboembolique veineux doit être systématique pour tout patient alité, que ce soit en milieu chirurgical ou médical, qu'il soit hospitalisé ou à domicile. Voilà, il faut tenir compte des facteurs de risque de MVTE propres aux patients et également à la situation clinique, et donc notamment les facteurs de risque transitoires comme on a vu, en début d'item. Donc, on va les revoir un petit peu. Les situations, pardon, à risque élevé de MVTE, donc là, on va prescrire habituellement une thromboprophylaxie médicamenteuse en cas de risque élevé de survenue de MVTE. Donc en médecine, ça va être chez les patients qui présentent plusieurs facteurs de risque de MVTE et en chirurgie, on va prescrire cette thromboprophylaxie, en cas de chirurgie orthopédique, notamment de la hanche et du genou, en cas de chirurgie carcinologique ou bariatrique ou également en présence de facteurs de risque multiples de MVTE. Voilà, donc là, on n'hésite pas à faire une thromboprophylaxie médicamenteuse. Et donc ensuite, les moyens de prévention de la MVTE vont être de 3 ordres. Premièrement, prévention physique, donc on va favoriser la déambulation précoce, la lutte également contre la déshydratation. Donc voilà, on va faire se lever les patients et marcher, rapidement et lutter contre la déshydratation. Ensuite, il y aura un moyen de prévention mécanique, donc avec une compression élastique ou une compression pneumatique intermittente, en cas de contre-indication à la thromboprophylaxie médicamenteuse. Et après, 3e moyen de prévention, ça va être la prévention médicamenteuse et donc là, ça va être les anticoagulants à dose prophylactique ou préventive
Et donc là, la durée de la prophylaxie est codifiée en fonction de la situation clinique et doit, en pratique, couvrir la durée de la situation à risque. Voilà, voilà pour le traitement, enfin, les moyens de prévention, donc la prophylaxie de la MVTE. Alors là, on va voir comment on détermine la durée de traitement anticoagulant. Donc, déjà, quel que soit le contexte clinique, il y a une durée minimale de 3 mois de traitement anticoagulant qui est recommandée en cas de TVP proximal, au-dessus du genou, ou d'embolie pulmonaire. Donc, durée minimale de 3 mois de traitement anticoagulant. Au-delà de 3 mois, l'intérêt de la prolongation du traitement anticoagulant va dépendre des circonstances de survenue et du rapport bénéfice-risque entre récidive thromboembolique et, à l'inverse, hémorragie. Donc, en pratique, la durée du traitement de la TVP proximale et de l'EP est identique. Voilà, donc que ce soit EP ou TVP proximale, on traite pendant la même durée. Donc, si on a une TVP proximale ou une EP, avec un facteur favorisant transitoire important qui est identifié, on fait 3 mois de traitement. Donc voilà, quand on a un facteur favorisant transitoire qui est fort et qui est identifié, on fait 3 mois. Quand la TVP proximale ou l'EP est non provoquée, eh bien on fait au moins 6 mois de traitement et on discute au cas par cas de la prolongation ou pas du traitement. Voilà. Si c'est non provoqué et récidivant, eh bien là on fait un traitement prolongé, donc encore au-delà des 6 mois de traitement. Si on a un patient qui présente une TVP proximale ou une P et qui a atteint un cancer, on va faire le traitement anticoagulant tant que le cancer est actif. Parce que c'est un facteur de risque qui est transitoire, mais voilà, tant que le cancer est actif, il y aura, il y aura une thrombophilie. Donc on va faire un traitement anticoagulant pendant toute la durée du cancer. En cas de grossesse, et de la survenue du coup d'une TVP proximale ou d'une EP, on va faire au moins les 3 mois de traitement, anticoagulant qui inclut obligatoirement les 6 premières semaines du postpartum. Voilà. Et enfin, si on a une EP qui est associée à un cœur pulmonaire chronique post-embolique, on va faire un traitement au long cours, donc voilà, jusqu'à ce que mort s'en suive, on va dire. Dans tous les cas de figure, en cas de traitement prolongé, il est indispensable de réévaluer régulièrement le rapport bénéfice-risque du traitement entre récidive thromboembolique et hémorragie. Et on va demander également au patient ce qu'il préfère vis-à-vis du traitement. Donc on peut l'adapter, le traitement sur un terrain particulier, notamment chez les insuffisants rénaux, les insuffisants hépatiques, les femmes qui sont en cours de grossesse et les personnes âgées. Voilà. Le cancer, on en a parlé un petit peu, mais ça constitue une situation à haut risque de MVTE. Et donc, compte tenu du risque de récidive thromboembolique, le traitement anticoagulant doit être continué tant que la néoplasie est considérée comme active. Les traitements par HBPM sont associés à un moindre risque de récidive thromboembolique que les AVK dans cette situation clinique et doivent donc leur être préférés. Donc plutôt HBPM que AVK. Et les AOD peuvent également être indiqués. Voilà. Je pense que les AOD, on va y venir plus que les héparines, à plus ou à assez court terme, je pense, parce qu'il y a beaucoup moins de contraintes, notamment pour la surveillance du dosage. Donc AOD, à mon avis, c'est l'avenir. Un échodoppler veineux de contrôle est systématiquement réalisé à la fin du traitement anticoagulant afin de connaître les séquelles. Ça permet, en cas de récidive douloureuse, de ne pas conclure à une récidive thrombotique si une séquelle sur le même segment veineux avait été notée. Donc voilà, ça permet de voir si la récidive douloureuse est liée à un thrombus ou à une séquelle de la veine. Voilà, donc on n'a pas tout à fait fini, on continue tranquillou bilou. Donc là, on va voir comment on peut porter l'indication d'une recherche de cancer en cas de découverte d'une maladie thromboembolique veineuse. Donc là, l'interrogatoire est l'examen clinique du patient
avec, les résultats des examens biologiques de routine, notamment l'hémogramme, le bilan hépatique et cetera. Et bien tout ça, ça va constituer la première étape indispensable de ce bilan. Donc voilà, tout simplement, c'est, l'étape un peu, voilà, clinique quoi, l'examen clinique. À ce bilan, donc là, examen clinique, bilan biologique et cetera, il est légitime d'ajouter chez l'homme un dosage du PSA et chez la femme un bilan gynécologique. En l'absence d'orientation clinique, il n'est pas recommandé de réaliser d'autres examens, sauf en cas de MVTE récidivante. Les patients, par contre, doivent être à jour des procédures de dépistage des cancers, qui sont proposées par l'État, tout simplement. Voilà pour, la recherche, d'un cancer en cas d'MTEV. Ensuite, pour savoir évoquer les complications à long terme, notamment le syndrome post-thrombotique et l'HTAP. Donc, tous les patients qui présentent une MVTE ou MTEV, voilà, vous avez compris, doivent être régulièrement suivis pour s'assurer de la bonne évolution clinique, de l'absence d'apparition de complications à long terme, qui sont représentées en particulier, on l'a dit, par le syndrome post-thrombotique et l'hypertension pulmonaire post-embolique. La survenue d'un SPT, donc syndrome post-thrombotique, s'explique en fait par deux mécanismes. Il y a la destruction valvulaire, donc des petites valvules des veines, et l'obstruction veineuse résiduelle. Le risque est particulièrement important en cas de thrombose iliofémorale, donc thrombose très haute. On estime que 20 à 50% des TVP se compliqueront d'un SPT, malgré un traitement bien conduit. Et donc 5 à 10% auront un SPT sévère. L'évolution de la sévérité du syndrome post-thrombotique se fait à l'aide du score de Villalta, voilà, et les varices secondaires à un SPT doivent habituellement être respectées car elles peuvent suppléer l'obstruction profonde. Donc voilà, le retour veineux peut se faire par les varices s'il y a une obstruction profonde du réseau veineux. Voilà pour le SPT, donc le syndrome post-traumatique. Et maintenant pour l'HTAP, eh bien ça survient après une EP grave ou des EP itératives, donc qui se répètent. Il s'explique par une élévation des résistances à l'écoulement sanguin des artères pulmonaires de petit calibre, ce qui va aboutir au final à l'insuffisance cardiaque droite. Voilà pour l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, maintenant donc, la complication à dépister avant d'arrêter le traitement anticoagulant pour une EP. Il y a une vraie complication qu'il faut dépister et donc c'est qu'il faut s'assurer de l'absence de dyspnée avant d'arrêter le traitement anticoagulant. En cas de dyspnée, il est indispensable de dépister une hypertension pulmonaire post-embolique en réalisant en premier lieu une échographie cardiaque transthoracique, donc une ETT, qui sera couplée au Doppler, comme on l'a vu juste au-dessus, pour évaluer le retentissement sur le cœur droit notamment. Voilà, donc avant d'arrêter le traitement anticoagulant, on s'assure de l'absence de dyspnée. Donc maintenant on va voir les prises en charge, les principes de la prise en charge d'une thrombose veineuse superficielle et on va finir le chapitre par ça. Donc le diagnostic de TVS, donc thrombose veineuse superficielle, repose sur la clinique. C'est un cordon veineux induré avec une inflammation locale qui est associée. Un échodoppler veineux des membres inférieurs doit être réalisé pour confirmer le diagnostic, estimer l'extension de la TVS du membre inférieur et exclure une TVP qui est fréquemment associée. Le traitement d'une TVS de membre inférieur repose sur la compression élastique associée à un traitement anticoagulant pour 6 semaines par fondaparinux 2,5 mg avec une injection sous-cutanée par jour. Donc ça, c'est la dose prophylactique ou préventive, c'est pareil. Si l'extrémité de la TVS est proche du réseau veineux profond ou si la TVS est étendue au réseau veineux profond, le traitement anticoagulant est alors celui d'une TVP et qui va être administré à dose thérapeutique ou curative. Donc voilà, si la TVS n'est
pas que, superficielle et qu'elle est étendue au réseau veineux profond, eh bien, on va traiter comme une TVP. Et lorsque la TVS, donc thrombose veineuse superficielle, survient sur une veine variqueuse, le traitement des varices devra être discuté à distance de l'épisode thrombotique. Voilà, pour éviter que ça revienne de nouveau. Voilà, voilà. Bah, petite anecdote, moi quand j'étais, je crois que j'étais en P2 ou D1 à l'époque, pendant une sortie VTT, j'avais fait une thrombose veineuse superficielle. Voilà, ça m'avait, j'étais en train de rouler tranquillou, je m'étais arrêté, c'était un été, il faisait très chaud, j'étais peut-être un peu déshydraté. Donc je m'arrête, je regarde, mon mollet et là, j'avais une sorte de bleu, en fait, c'était rouge. Je touche un peu, ça me fait mal, j'étais là: Bizarre, est-ce que je me suis fait piquer, par, un insecte ou pas?» Je savais pas trop. Je touchais, c'était un peu dur, j'avais, la veine un peu dilatée là et ça me faisait mal quand je touchais donc là, j'ai pensé à ça directement, sachant que je sais pas, je l'avais même pas vu en cours encore à l'époque. Mais j'y avais pensé, voilà, ça m'est, comme quoi, on a l'esprit clinique, hein, quand on est en médecine, mine de rien et du coup arrête de râler toi. Je m'étais rendu aux urgences et ils m'avaient fait, l'échodoppler qui avait bien diagnostiqué ça. Ils m'avaient prescrit les anticoagulants, avec les piqûres tous les jours pendant 6 semaines. Du coup, c'était effectivement ça et après, à distance, j'avais, fait une prise de sang pour, voir si j'avais pas, une thrombophilie. Effectivement, j'avais une thrombophilie, bon, mineure pour le coup, mais c'était une mutation du facteur 5 Leiden. Voilà, il se trouve que ma mère a également cette, mutation-là, donc voilà et elle, elle avait fait l'EP lors de ma naissance d'ailleurs pour l'anecdote, donc voilà, il y a des facteurs de risque, familiaux, pour ceci, c'est pour ça que je reste attentif à ça et que je mets beaucoup les bas de contention, notamment dans les vols, en avion. Voilà, ça mange pas de pain. Allez, j'arrête de raconter ma vie. Je vous laisse, continuer votre journée tranquillement ou votre soirée si vous l'écoutez le soir et puis, eh bien, on se retrouve mercredi pour, le prochain épisode. Allez, d'ici là, prends soin de toi, travaille bien et à la prochaine. Ciao, ciao.